Aujourd'hui, on plonge dans le parcours des enfants qui portent des implants cochléaires. Et surtout, on va regarder leur réalité au quotidien, à l'école. Le fameux quotidien. Exactement. Et pour nous guider, on s'appuie sur une source principale. Une recherche menée par le sociologue Normand Boucher et son équipe. Condition de réussite des élèves avec un plan cochléaire. Voilà. Et ce qui est vraiment bien avec cette étude, c'est qu'elle se base sur des dizaines d'entrevues avec les gens qui sont sur le terrain. Les parents, les intervenants scolaires. On est au cœur du vécu. On est vraiment au cœur de l'expérience vécue. Et notre objectif ici, c'est d'aller bien au-delà de l'image de l'implant comme une sorte d'oreille bionique un peu magique. Oui, la solution miracle. C'est ça. On va bien sûr parler des bénéfices qui sont immenses, mais aussi des limites et des défis qu'on ne soupçonne pas toujours. Et surtout, on va essayer de comprendre ce qui fait vraiment la différence. Pour la réussite à l'école. Oui, pour qu'un enfant réussisse. En fait, on va explorer cette différence énorme, qu'on oublie tout le temps, entre entendre un son et comprendre ce qu'il veut dire. Surtout dans un monde qui, à la base, n'est pas fait pour eux, quoi. D'accord, allons-y. Pour que tout le monde soit bien au clair, un petit rappel rapide. L'implant cochléaire, ce n'est pas une simple prothèse auditive. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'amplifie pas le son. Pas du tout. C'est un appareil électronique implanté chirurgicalement qui va stimuler directement le nerf auditif avec un courant électrique. C'est le cerveau qui apprend ensuite à interpréter ça comme des sons. C'est une avancée médicale qui est juste spectaculaire. La première chirurgie de ce genre au Canada, c'était à Québec en 1984. Ah oui, ça date pas d'hier. Et aujourd'hui, on parle de près de 4000 personnes implantées juste dans la région de Québec et d'1 million dans le monde. C'est énorme. Et quand on lit les témoignages des parents dans l'étude, on saisit tout de suite l'impact. C'est monumental. Un parent raconte, et je cite, « Ça lui a donné accès à la voix. Elle levait la tête quand il y avait un avion ou un oiseau, et puis jamais avant ça. » C'est l'ouverture sur un monde de sons qui était complètement fermé avant. C'est un changement de paradigme complet pour la famille. Absolument. Et un autre bénéfice qui revient tout le temps, c'est la parole. L'accès au son permet de mieux contrôler sa propre voix, tu vois. Oui, bien sûr. Et il y a une mère, on la sent vraiment émue, qui raconte avoir dit à son orthophoniste « Elle parle comme mes autres filles ». Waouh, on sent tout le poids de cette phrase. Carrément. Et au-delà du son et de la parole, il y a l'espoir. L'espoir d'une vie sans limite, d'une intégration sociale complète. Oui, la promesse d'un avenir normal, entre guillemets. C'est ça. Un parent le formule de manière très touchante. Selon moi, il peut faire ce qu'il veut dans la vie. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. On sent vraiment l'immense espoir que ça représente. Et c'est là que ça devient fascinant et plus complexe. Parce que cet espoir est légitime, mais la réalité, comme le montre très bien l'étude, c'est que les résultats varient énormément, Ah, d'un enfant à l'autre. énormément. Ce n'est pas une solution universelle qui donne le même résultat pour tout le monde. L'étude cite le cas d'une mère qui a 2 filles implantées. D'accord. Elle explique que sa première a un niveau de langage tout à fait comparable à celui des enfants entendants. Mais sa deuxième, malgré le même implant, la même technologie, elle accuse un retard de vocabulaire. Même famille, même technologie. Mais 2 parcours très différents. C'est donc loin d'être une science exacte. L'implant donne accès au son, mais ce que le cerveau en fait, ça, c'est une autre histoire. Précisément. Et il y a cette autre remarque, très révélatrice, d'un parent qui a vu le fils de René Simard à la télé. Oui, qui a été implanté il y a très longtemps. Voilà. Et ce parent note qu'il a gardé son accent de malentendant. Ce n'est pas un jugement, mais une simple observation qui montre que l'implant, il ne gomme pas tout. Il ne crée pas une audition parfaite. Non. C'est un gain immense. Un changement de vie, oui. Mais ça ne garantit pas un parcours unique et sans embûches. Ce qui nous amène directement au cœur d'un paradoxe incroyable que l'étude met en lumière. La technologie peut tellement bien fonctionner, en apparence, qu'elle finit par masquer la réalité. La réalité fondamentale, oui. L'enfant reste sourd ou malentendant. Et un parent l'avoue avec une franchise désarmante. Avec le premier implant, j'ai eu tendance à oublier qu'elle était malentendante parce qu'elle m'entendait. Et ça va encore plus loin. Une autre mère raconte, en parlant de son conjoint, pour lui, le papa, il la voit comme une entendante. Je veux dire, il oublie qu'elle a un implant. Attendez, c'est fou ça. Même le père de l'enfant en arrive à oublier? Même le père. Ça montre à quel point cette perception est ancrée, même chez les plus proches. On veut tellement que tout redevienne normal qu'on finit par y croire. Et si les parents peuvent l'oublier, imagine les conséquences dans le milieu scolaire. Ah oui, pour les enseignants, le personnel de l'école, les autres élèves, ils voient un enfant qui réagit au son, qui parle, et ils développent des attentes qui sont souvent... Complètement irréaliste. Exactement. Un parent le résume de façon très directe. Les gens ne connaissent pas ça, la surdité. Ils ont un implant, alors ils entendent. Point final. La discussion s'arrête là.
C'est le piège en fait. La technologie est si avancée qu'elle finit par créer une sorte de piège social pour l'enfant. C'est ça. On lui donne l'ouïe, mais on lui retire la compréhension et la patience des autres. Parce qu'il a l'air normal. C'est un paradoxe terrible. C'est exactement ça. Et c'est là que les difficultés commencent, parce que cette perception mène à des incompréhensions, à un manque de soutien, un environnement scolaire ordinaire n'est pas du tout adapté. Non, c'est sûr. Pensez une seconde, hein. Le bruit de fond constant d'une classe de 25 élèves, la chaise qui gratte le sol, la ventilation, la réverbération dans un gymnase, les discussions en groupe où tout le monde parle en même temps. Voilà. Pour un enfant avec un implant, c'est un effort constant, épuisant, de décoder les sons qui sont pertinents. C'est un défi de tous les instants. Et ça, la technologie seule ne peut pas le résoudre. Donc on a une technologie incroyable qui paradoxalement peut rendre la vie de l'enfant plus difficile à l'école parce que les attentes ne sont pas les bonnes. C'est un vrai casse-tête. Est-ce que l'étude donne des pistes concrètes pour éviter ça? Heureusement, oui. L'étude est très pragmatique et identifie plusieurs stratégies essentielles. On peut les voir comme des piliers. Et le tout premier, la fondation, c'est la sensibilisation. Aussi simple que ça. Juste expliquer aux gens. Aussi simple et aussi crucial que ça. Il faut qu'un intervenant vienne dans la classe, au début de l'année, et explique à l'enseignante et aux autres élèves ce qu'est un implant. Comment ça fonctionne, ses limites? Surtout ses limites, oui. Expliquer qu'il faut parler en regardant l'enfant, une personne à la fois, sans crier. C'est la base de tout. Et l'étude donne un exemple qui illustre parfaitement pourquoi c'est vital. Je suis curieuse de l'entendre. Un enfant est dans la cour d'école. Un surveillant qui est derrière lui l'appelle. L'enfant, évidemment, n'entend pas et continue de jouer. Logique. Le surveillant l'appelle une deuxième fois, plus fort, plus sèchement. L'enfant finit par être réprimandé pour effronterie. Pour insolence? Non. Si. Ce n'est que plus tard qu'un autre intervenant explique au surveillant, c'est qu'il ne t'entendait pas, il est sourd, lui. C'est terrible. Un simple malentendu, une méconnaissance totale de la situation qui se transforme en punition pour un comportement jugé insolent. Tout ça aurait pu être évité avec une simple conversation de 5 minutes. Clairement. Voilà. Le deuxième pilier, c'est l'aménagement de l'environnement physique. Ce sont souvent des ajustements très simples, en fait. Comme quoi, par exemple? Un exemple qui revient tout le temps, c'est de mettre des balles de tennis sous les pattes des chaises. Ah oui, pour étouffer le bruit. Exactement, pour étouffer le bruit de frottement sur le plancher. Ça paraît anodin, mais ça réduit considérablement la pollution sonore. Et ça aide l'enfant à se concentrer sur la voix de l'enseignant. Et j'imagine le placer à l'avant de la classe? Toujours. À l'avant, près du professeur, et du côté de son meilleur implant. D'accord, ça a du sens. Sensibilisation, aménagement. Et ensuite? J'imagine que la technologie a aussi son rôle à jouer dans la classe. Oui, et on arrive au troisième pilier, les aides techniques. L'étude insiste beaucoup sur le fameux système MF. Le système MF, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr de comprendre comment ça marche, dans une classe. C'est juste un micro plus puissant? C'est bien plus malin que ça. Imagine que la voix de l'enseignante est comme téléportée directement dans l'implant de l'enfant. Ah, d'accord. Concrètement, l'enseignante porte un petit micro-cravate. Ce micro capte sa voix et la transmet par onde radio directement au processeur de l'implant de l'élève. Donc ça passe par-dessus tout le bruit de la classe. C'est ça. Le résultat, c'est que la voix du prof arrive claire et nette. C'est comme s'il parlait à quelques centimètres de l'oreille de l'enfant, même en étant à l'autre bout de la pièce. C'est génial comme système. Ça doit changer la donne complètement. Ça change tout. Mais l'étude soulève un obstacle très humain. Encore un. La réticence de certains professeurs. C'est presque difficile à croire, mais un parent rapporte cette phrase. Ça a l'air d'être tellement gros, l'implant, et mon Dieu, c'est la fin du monde d'avoir un micro dans le cou. Sérieusement, pour le simple fait de porter un petit micro? Il y a une perception que c'est encombrant, compliqué, et certains enseignants sont moins motivés à l'utiliser, ou oublient simplement de l'allumer. C'est décourageant. Ça nous ramène encore à l'importance de l'humain. Et en parlant d'humain, l'étude mentionne une autre aide, l'interprète oral. Oui, et c'est le quatrième pilier. C'est un rôle crucial et souvent mal compris. Parce qu'on pense tout de suite au langage des signes. Exactement, mais ce n'est pas du tout ça. Alors, que fait un interprète oral? Son travail, c'est de s'assurer que l'enfant ne manque rien de ce qui se passe oralement dans la classe. Il va reformuler ce que dit l'enseignante si besoin. Mais surtout, et c'est là que c'est essentiel,
Il va répéter ce que disent les autres élèves. Pour les discussions de groupe, voilà. Une citation de l'étude l'explique très bien. Un enfant implanté peut entendre la question d'un camarade, mais elle ne sait pas nécessairement quel ami a parlé. L'interprète interprète tout. Ça permet à l'enfant de suivre la dynamique, de participer, de ne pas être isolé. C'est une bouée de sauvetage social, en plus d'être une aide à l'apprentissage. Absolument. Comme le dit l'interprète Claude Galibois, cité dans la recherche, ce rôle est fondamental pour briser l'isolement. Oui, évidemment, il faut reconnaître que la présence constante d'un troisième adulte dans la classe, ça demande beaucoup d'adaptation pour un enseignant aussi. C'est un vrai travail d'équipe. Toujours. Ce qui nous amène au dernier pilier, j'imagine, les adaptations dans la manière d'enseigner et d'évaluer. Exactement. Et là encore, les exemples de l'étude sont très concrets. Pour un cours d'anglais où on apprend des chansons, on ne peut pas se contenter de faire jouer la musique. Non, il faut fournir les paroles écrites à l'avance. Pour une dictée, on oublie les casques d'écoute, qui sont souvent de mauvaise qualité. On privilégie une dictée en personne, dans un local calme. D'accord. Il y a aussi cette règle tacite dans beaucoup de classes. Je ne répète que 2 fois. Pour un enfant implanté, c'est une source d'angoisse terrible. Ah oui, il faut lui donner le droit de demander de répéter autant de fois que nécessaire, sans se sentir jugé. Et on revient encore à la peur des enseignants, j'imagine, la peur de mal faire. Tout à fait. Une intervenante en milieu scolaire le dit très bien. Je suis confronté à des profs qui ont peur de faire des adaptations. Ils ont peur de faire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut les rassurer, leur donner des outils simples. Oui, et leur faire prendre conscience d'un autre enjeu, le vocabulaire. L'étude donne l'exemple d'une classe qui travaille sur le thème des pirates. L'enseignante suppose que l'élève connaît le sujet, mais dit là peut-être un vocabulaire plus limité. Exactement. Un intervenant doit lui expliquer, oui, il connaît l'image du pirate, mais il ne connaît pas forcément les mots trésor, abordage, mât, bâbord. Son univers lexical est potentiellement plus restreint. Il faut adapter l'enseignement. Quand on regarde tous ces piliers, la sensibilisation, l'aménagement, la technologie, l'aide humaine, les adaptations, on dirait que le fil conducteur, ce n'est pas la machine, mais l'humain. C'est ça. La collaboration, Toujours. c'est la clé de voûte de tout le système. Et l'étude le montre de façon brutale en opposant 2 expériences vécues par la même famille. Ah ouais. Un parent décrit sa 2e année scolaire comme étant catastrophique. La raison, l'enseignante ne s'impliquait pas. Ah, Aucune communication, aucun soutien. Ce parent avait le sentiment que l'enseignante considérait son enfant comme une perte de temps. ça doit être d'une violence terrible à vivre pour un parent. Et à l'opposé, les années suivantes, ce même parent décrit les professeurs comme étant géniaux, merveilleux, impliqués. Et la différence, c'était quoi? La différence fondamentale, ils collaboraient. Ils appelaient les parents, mettaient des mots dans l'agenda, proposaient de la récupération, ils travaillaient en équipe avec la famille. Ça change tout. Le même enfant, la même famille, la même technologie, mais l'implication d'un seul prof fait la différence entre un désastre et une réussite. C'est vertigineux. Et cette collaboration n'est pas laissée au hasard. Normalement, elle est encadrée par un outil officiel, le plan d'intervention, une rencontre formelle. Oui, ça réunit les parents, la direction, les enseignants, les spécialistes pour définir précisément les besoins de l'enfant et ajuster le tir. Et l'étude montre à quel point ce plan doit être flexible. C'est pas un modèle unique. Non. Dans la famille, avec les 2 filles implantées, pour l'une, une rencontre par an suffit. Pour sa sœur, c'est presque tous les 3 mois. C'est la preuve qu'on doit adapter le système à l'individu et non l'inverse. Si je devais résumer la grande idée qui se dégage de tout ça, c'est que l'implant cochléaire est une technologie absolument révolutionnaire. Sans aucun doute. Mais son succès n'est pas une affaire de technologie, c'est une affaire profondément humaine, environnementale. La réussite d'un enfant ne dépend pas seulement de sa capacité à capter des sons, mais bien de la capacité de tout son entourage à comprendre sa réalité et à s'adapter. À créer un environnement qui soit réellement accueillant et inclusif, oui. Exactement. Tout à fait. Et ça ouvre la porte à une réflexion finale, une question un peu plus large. Cette étude se concentre sur l'école, mais elle nous force à nous interroger. On a tendance, dans plein de domaines, à voir la technologie comme LA solution à un handicap. On donne un appareil, on coche une case et on pense que le problème est réglé. C'est ça. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que la véritable inclusion, ça demande bien plus qu'un appareil. Ça exige qu'on transforme nos environnements, nos habitudes et surtout nos perceptions. C'est un changement de mentalité en fait, profond. Et ça amène la question, à quel point nos environnements normaux sont-ils réellement conçus pour accueillir toute la diversité humaine ?